La nuit tombait lentement sur Marseille, enveloppant la ville d'un silence trompeur. En surface, tout semblait figé, presque apaisé, mais dans les esprits, la tension n'avait jamais été aussi vive. Depuis des heures, les barrages se succédaient, les radios crépitaient, et les regards des policiers trahissaient une fatigue mêlée d'obsession. Hubert Joseph devait être retrouvé, coûte que coûte. Idriss, adossé à une voiture banalisée, observait les allées et venues avec une concentration presque douloureuse. Chaque minute qui passait renforçait ce sentiment d'échec qui lui serrait la poitrine. Hubert lui avait encore échappé. Un homme qu'il avait côtoyé, évalué, parfois même sous-estimé. Et désormais, ce même homme était un assassin en fuite. Cette idée rongeait Idriss de l'intérieur, comme une brûlure lente qu'aucune justification professionnelle ne parvenait à calmer. Dans un autre quartier, loin des gyrophares visibles, Hubert avançait déjà dans l'ombre. Il savait que Marseille devenait un piège. Les issues se fermaient une à une, les visages inconnus devenaient des menaces potentielles. Il n'y avait plus de plan B, il fallait partir, quitter le territoire avant que la nasse ne se referme totalement. C'est dans cette urgence qu'il avait abordé ce chauffeur polonais, un homme discret, habitué aux trajets longs et aux questions inutiles. L'échange avait été bref, presque clinique. Hubert n'avait pas supplié. Il avait proposé de l'argent, beaucoup d'argent. Assez pour faire taire la morale, assez pour acheter le silence. Le chauffeur avait hésité, juste assez pour paraître crédible, puis avait accepté, imposant ses conditions. Pas d'autoroute, pas de voie rapide, un itinéraire secondaire jusqu'à la frontière italienne. Hubert avait acquiescé sans discuter. À ce stade, il n'avait plus le luxe de négocier. À l'arrière du camion, dissimulé sous une bâche épaisse, Hubert s'était recroquevillé. L'odeur du métal et de l'huile lui rappelait cruellement que sa liberté tenait désormais à quelques kilomètres de route et à la loyauté d'un inconnu. Pourtant, aucune panique ne transparaissait en lui. Son esprit restait étonnamment calme, presque détaché, comme s'il observait sa propre cavale de l'extérieur. Pendant ce temps, au commissariat, Stanislas faisait les 100 pas. Il n'aimait pas cette sensation d'inachevé. Le dossier Hubert Joseph était encore trop fragile à son goût. Des soupçons, des incohérences, des témoignages. Mais rien qui, jusqu'ici, n'écrasait définitivement la défense. Cette incertitude l'agaçait, d'autant plus qu'il savait combien Idriss était personnellement impliqué. Il redoutait l'instant où l'affaire pourrait s'effondrer faute de preuves irréfutables. C'est alors que la nouvelle tomba, presque anodine en apparence, un appel anonyme, bref, précis. Un camion, une direction, un comportement suspect. Stanislas n'eut pas besoin d'en entendre plus. Son instinct s'alluma immédiatement. Il échangea un regard avec Idriss, et sans un mot, tous deux comprirent que quelque chose venait de basculer. Sur la route, le camion ralentit brusquement. Les gyrophares jaillirent, découpant la nuit en éclats bleus et rouges. Hubert sentit son corps se raidir sous la bâche. Le bruit des portières, les ordres criés, l'adrénaline qui montait. Tout indiquait que la fuite touchait à sa fin. Lorsque Stanislas et Idriss découvrirent Hubert à l'arrière, il ne tenta même pas de résister. Il leva simplement les yeux, un regard froid, presque vide. L'arrestation se fit sans violence. Pas de cris, pas de lutte. Juste le cliquetis des menottes et cette impression glaçante, Hubert Joseph semblait soulagé. Pour Idriss, ce détail fut comme un coup de poing silencieux. Il s'attendait à voir la peur, la rage, peut-être même le désespoir. Mais ce qu'il voyait, c'était autre chose. Une absence totale d'émotion. Au commissariat, l'atmosphère changea encore. L'interrogatoire commença rapidement. Idriss voulait comprendre. Il avait besoin de réponses, non seulement pour l'enquête, mais pour lui-même. Hubert, assis face à lui, parlait d'une voix posée, presque banale. Il expliqua que les cousins Slimani voulaient le dénoncer à l'inspection du travail. Une menace directe, selon lui. Une raison suffisante pour tuer. Les mots tombaient, secs, dénués de toute culpabilité. Puis vint l'aveu concernant Nino. Son complice, étranglé. Hubert ne chercha même pas à minimiser. Il décrivit les faits comme on raconte une formalité regrettable mais nécessaire. À chaque phrase, Idriss sentait quelque chose se fissurer en lui. Comment un homme pouvait-il raconter l'horreur avec une telle neutralité? La question sur Martin surgit presque malgré lui. Idriss la posa, la voix tendue. Si tu l'avais surpris dans la camionnette, tu l'aurais tué aussi. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quelle réponse. Hubert fixa Idriss, longuement. Puis il détourna les yeux. Ce refus de répondre résonna comme une confirmation implicite, et Idriss en eut le souffle coupé. Dans les couloirs du commissariat, une autre tension se jouait. Stanislas, toujours préoccupé par l'aspect juridique, craignait que tout repose encore sur des aveux contestables. Jusqu'à ce qu'Ariane arrive avec la confirmation tant attendue,
la poing avait parlé. La balle ayant tué Slimani provenait bien de l'arme de service d'Hubert. Une preuve scientifique, incontestable. Cette annonce marqua un tournant. Pour l'équipe, c'était enfin la certitude. Pour Idriss, pourtant, aucun soulagement n'arrivait. Il observait Hubert derrière la vitre, cet homme désormais acculé, et ne percevait toujours aucun remords. Juste un vide dérangeant, presque inhumain. À des kilomètres de là, une toute autre inquiétude commençait à naître, discrète mais tout aussi lourde de conséquences. Vadim et Noémie, encore insouciants quelques heures plus tôt, s'apprêtaient à rentrer après un shooting photo dans un cadre isolé. Le calme de la forêt contrastait avec la violence sourde qui allait bientôt s'abattre sur eux, sans prévenir. Et pendant que la nuit poursuivait sa course, chacun, à sa manière, se retrouvait face à une vérité impossible à ignorer. L'arrestation d'Hubert Joseph n'était pas une fin, mais le début d'une onde de choc qui allait bouleverser bien plus de vies qu'on ne l'imaginait. Dans la salle d'interrogatoire, le temps semblait s'être figé. Les néons diffusaient une lumière crue qui accentuait les traits d'Hubert, révélant chaque détail de ce visage désormais privé de toute façade. Idriss restait debout, immobile, les bras croisés, comme s'il refusait de s'asseoir pour ne pas se mettre au même niveau que l'homme qu'il avait en face de lui. Il n'y avait plus de colère visible, seulement une lassitude profonde, presque existentielle. Hubert, lui, ne cherchait ni à provoquer ni à séduire. Il parlait peu désormais, répondant aux questions avec une précision froide, mécanique. Lorsqu'on lui rappelait les faits, il ne détournait pas le regard. Il ne s'excusait pas non plus. Ce silence chargé, cette absence de justification morale, faisait bien plus de dégâts qu'un discours arrogant. Idriss comprit alors que ce qui le choquait le plus n'était pas le crime en lui-même, mais la normalité avec laquelle Hubert l'intégrait à son propre récit. Stanislas, derrière la vitre sans teint, observait la scène avec une attention quasi chirurgicale. L'affaire venait enfin de basculer du côté de la certitude judiciaire, mais une autre inquiétude montait en lui. Comment expliquer, comment faire accepter qu'un homme aussi ordinaire en apparence ait pu dissimuler une telle noirceur? Il savait que cette question allait hanter Idriss longtemps après la fermeture du dossier. Lorsque la confirmation de la poing fut officiellement versée au dossier, l'atmosphère du commissariat changea subtilement. Les voix se firent plus basses, les gestes plus mesurés. Ce n'était pas une victoire bruyante. Plutôt une fin amère, celle d'une illusion collective. Hubert Joseph n'était plus un collègue, plus un homme ambigu, il était devenu un meurtrier avéré, sans appel possible. Idriss quitta la salle d'interrogatoire sans un mot. Dans le couloir, il s'arrêta quelques secondes, appuya la paume contre le mur froid, comme pour s'assurer qu'il tenait encore debout. Il repensait à Martin, à ce silence lourd, pesant, qui avait suivi sa question. Ce mutisme valait tous les aveux du monde. L'idée que Martin aurait pu être une victime de plus s'imposa à lui avec une violence soudaine. Il n'arrivait pas à se pardonner d'avoir douté, ne serait-ce qu'un instant, de la nécessité d'aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Noémie tentait de retrouver un semblant de normalité. Sa journée avait pourtant commencé sous le signe de l'agacement. Les leçons de conduite avec Eddie auraient dû être un simple passage obligé, mais la présence inattendue de Théo dans la même auto-école avait tout compliqué. Dès le premier regard échangé, la tension était palpable. Théo n'avait rien dit sur le moment, mais son malaise était évident. Il se sentait envahi, presque traqué. Dans son esprit, cette coïncidence n'en était pas une. Il nourrissait depuis longtemps un ressentiment sourd envers Noémie, convaincu qu'elle manipulait son entourage avec une habileté inquiétante. Lorsqu'il confia ses doutes à Vadim, ses mots furent durs, sans nuance. Il parla de trahison intellectuelle, de mémoire volée, de calcul froid. Pour lui, Noémie était un danger, un nid à problème dont Vadim devait s'éloigner au plus vite. Vadim, pris entre deux feux, ne savait plus quoi penser. D'un côté, les accusations répétées de Théo faisaient naître le doute. De l'autre, la Noémie qu'il connaissait, celle qu'il voyait chaque jour, ne correspondait pas à ce portrait de manipulatrice. Cette dissonance le fatiguait, l'obligeant à remettre en question ses propres certitudes. Le shooting photo organisé par Blanche devait être une parenthèse légère, presque réparatrice. Un moment hors du temps, loin des tensions intellectuelles et des suspicions. Dans la forêt, la lumière naturelle, le calme environnant, donnait l'illusion d'une bulle protectrice. Noémie s'était détendue, Vadim aussi. Pendant quelques instants, ils avaient oublié les regards accusateurs, les non-dits, les tensions accumulées. Mais sur le chemin du retour, cette illusion se brisa brutalement. L'esplanade qu'ils traversaient semblait déserte, trop calme. L'agression fut soudaine, violente, sans préambule. Un choc, un cri étouffé, une lutte confuse.
Noémie se défendit instinctivement, refusant de lâcher son sac. Son corps réagit avant même que son esprit ne comprenne ce qui se passait. Vadim tenta d'intervenir, mais tout alla trop vite. Le sac fut arraché, les agresseurs disparurent dans la nuit, laissant derrière eux un silence assourdissant. Noémie tremblait, le souffle court, les mains douloureuses. Elle venait de réaliser à quel point la violence pouvait surgir sans avertissement, même dans les lieux qui semblaient les plus paisibles. Vadim, choqué, se sentit envahi par une culpabilité écrasante. Il aurait dû anticiper, protéger, réagir plus vite. Cette agression venait d'ajouter une couche de fragilité à une relation déjà mise à rude épreuve. Pendant que la police prenait les premières dépositions, ailleurs, une décision lourde de sens était sur le point d'être annoncée. Martin, après des heures de réflexion silencieuse, avait enfin tranché. Repartir à Lille n'avait plus de sens. Trop de choses le retenaient à Marseille. Trop de liens, trop de non-dits, trop d'attaches profondes. Lorsqu'il annonça sa décision à Luna, l'émotion fut immédiate, presque viscérale. Elle n'essaya pas de cacher sa joie, consciente que ce choix marquait un tournant dans leur histoire. Lucie, témoin de cette scène, proposa spontanément son aide. Les cours manqués, le retard accumulé, tout cela pouvait se rattraper. Ce qui comptait, c'était la volonté de rester, de reconstruire sur place. Pour Martin, cette proposition résonna comme une main tendue, une preuve qu'il n'était plus seul face aux conséquences de ses choix. Et tandis que la nuit avançait, chaque personnage, à sa manière, se retrouvait confronté à une vérité dérangeante. Les décisions prises aujourd'hui allaient laisser des traces profondes, bien au-delà de ce qu'ils imaginaient encore. Au petit matin, le commissariat semblait vidé de son agitation nocturne, mais l'affaire Hubert-Joseph continuait de peser lourdement sur chaque regard. Les couloirs, d'ordinaire bruyants, résonnaient d'un silence presque religieux. Idriss était revenu tôt, incapable de trouver le sommeil. Les aveux d'Hubert tournaient en boucle dans sa tête, mêlés à cette absence totale de remords qui l'avait profondément ébranlé. Il relut le compte-rendu de l'interrogatoire, ligne après ligne, comme s'il cherchait une fissure, un détail humain qui lui aurait échappé. Mais non, tout était là, clair, froid, assumé. Hubert ne regrettait rien. Cette certitude glaçante donnait à Idriss l'impression d'avoir frôlé quelque chose de profondément dérangeant, un homme capable de tuer sans jamais se considérer comme un monstre. Stanislas, lui aussi, ressentait ce malaise diffus. Il savait que le dossier était désormais solide, juridiquement irréprochable, mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences humaines. Une arrestation, aussi nécessaire soit-elle, ne réparait rien. Elle n'effaçait ni les morts, ni les traumatismes, ni la désillusion de ceux qui avaient cru connaître Hubert. Il échangea quelques mots avec Ariane, conscient que cette victoire judiciaire avait un goût amer. Idriss finit par retourner voir Hubert une dernière fois. Pas pour l'interroger, pas pour obtenir de nouvelles informations. Simplement pour se confronter à lui, une dernière fois, avant que la procédure ne suive son cours. Hubert le regarda entrer sans surprise, comme s'il l'attendait. Leur échange fut bref, presque silencieux. Aucun mot n'était nécessaire. Idriss comprit alors que ce face-à-face le hanterait longtemps. Il sortit avec la certitude que certaines blessures professionnelles ne cicatrisaient jamais complètement. Pendant ce temps, Noémie tentait de gérer les répercussions immédiates de l'agression. Assise dans un bureau impersonnel, elle racontait les faits d'une voix encore tremblante. Chaque détail la replongeait dans la violence de l'instant, la main qui tirait sur son sac, la peur sourde, la sensation d'impuissance. Elle se reprochait presque d'avoir résisté, comme si cette réaction instinctive avait aggravé la situation. Vadim, à ses côtés, l'écoutait en silence, partagé entre la colère et un sentiment d'échec personnel. Après la déposition, le trajet de retour fut lourd. Aucun des deux ne trouvait les mots justes. L'agression avait mis en lumière une fragilité qu'il n'avait jamais vraiment envisagée. Vadim se surprit à repenser aux paroles de Théo. Cette mise en garde insistante, qu'il avait jusque-là balayée d'un revers de main, résonnait désormais différemment. Non pas parce qu'il doutait de Noémie, mais parce que le monde autour d'eux semblait soudain bien plus hostile qu'il ne l'avait imaginé. Noémie, elle, ressentait une colère sourde. Contre les agresseurs, bien sûr, mais aussi contre cette impression persistante d'être constamment jugée, surveillée, suspectée. L'idée que certains puissent utiliser cet événement pour renforcer leur méfiance à son égard la révoltait. Elle refusait d'être réduite à une victime ou à un problème ambulant. Pourtant, malgré cette détermination, la peur restait là, tapie, prête à ressurgir au moindre bruit. À Marseille, Martin savourait un moment de répit inattendu. La décision de rester avait agi comme un apaisement immédiat. Pour la première fois depuis longtemps, il se projetait sans angoisse dans un avenir proche.
Luna, attentive, observait ce changement avec une émotion discrète. Elle savait que ce choix n'était pas anodin, qu'il impliquait des renoncements, mais elle percevait aussi la force qu'il redonnait à Martin. Lucie, fidèle à sa proposition, commença à s'organiser pour l'aider à rattraper ses cours. Elle abordait la situation avec une légèreté rassurante, comme si tout pouvait se résoudre avec un peu de méthode et de bonne volonté. Cette approche simple faisait du bien à Martin, qui avait passé trop de temps à anticiper les pires scénarios. Mais malgré ces éclaircies, l'ombre de l'affaire Hubert planait toujours. Martin ne pouvait s'empêcher de repenser à cette question qu'Idriss avait posée. Et s'il avait été là, ce soir-là? Et si le hasard avait été différent? Cette pensée le poursuivait, le forçant à mesurer la fragilité de toute certitude. De son côté, Idriss tenta de reprendre le fil de son quotidien. Il se força à s'impliquer dans d'autres dossiers, à se concentrer sur des tâches administratives, mais son esprit revenait sans cesse à Hubert. Cette arrestation avait brisé quelque chose en lui, une confiance, une naïveté peut-être. Il comprenait désormais que le mal pouvait se cacher derrière des visages familiers, sans jamais se trahir. La journée avançait, et chacun tentait, à sa manière, de composer avec les conséquences des événements récents. L'agression de Noémie, la décision de Martin, l'arrestation d'Hubert. Autant de fils qui semblaient indépendants, mais qui, en réalité, tissaient une toile plus large. Une toile faite de peur, de lucidité nouvelle et de choix irréversibles. Et sans le savoir encore, tous allaient bientôt comprendre que ce qu'ils venaient de traverser n'était qu'un prélude. Les secousses provoquées par cette journée continueraient de se propager, lentement mais sûrement, mettant à l'épreuve les liens, les certitudes et les équilibres les plus fragiles. La nouvelle de l'arrestation définitive d'Hubert Joseph commençait à se répandre, lentement, presque sournoisement, comme une onde qui traverse la ville sans faire de bruit. Au commissariat, chacun en parlait à demi-mot, avec cette prudence particulière qui accompagne les affaires trop lourdes pour être commentées à voix haute. Ce n'était plus seulement une enquête résolue, c'était un choc collectif. Hubert avait travaillé à leur côté, partagé des cafés, des silences, parfois même des convictions. Désormais, son nom était associé à des morts, à une violence froide, méthodique. Idriss ressentait cette atmosphère comme une pression constante sur la poitrine. Il croisait des collègues qui détournaient le regard, d'autres qui cherchaient à lui adresser un mot de soutien maladroit. Aucun ne trouvait la formule juste. Comment réconforter quelqu'un qui venait de découvrir que le mal pouvait se dissimuler aussi parfaitement derrière un visage familier? Idriss lui-même ne savait pas ce qu'il attendait. Peut-être simplement que cette histoire cesse de le poursuivre dès qu'il fermait les yeux. Il repensait à l'interrogatoire, à ce calme déroutant d'Hubert. À cette manière de parler des cousins Slimani comme d'un problème à résoudre, pas comme de vies humaines arrachées. Cette absence de faille émotionnelle l'avait marqué bien plus profondément que la violence des faits. Idriss comprenait désormais que certaines personnes ne basculent pas dans le crime, elles y sont déjà, intérieurement, bien avant de passer à l'acte. Stanislas, de son côté, s'efforçait de maintenir une forme de distance professionnelle. Il se concentrait sur la procédure, sur les comptes rendus, sur la transmission du dossier au parquet. C'était sa manière à lui de ne pas se laisser submerger. Pourtant, dans un moment de fatigue, il laissa échapper une réflexion à Ariane. Ce genre d'affaires laissait des traces invisibles, même chez ceux qui pensaient être préparés à tout. Ariane acquiesça en silence. Elle savait que cette arrestation serait longtemps citée comme un exemple, mais aussi comme une cicatrice. À l'extérieur, Noémie n'arrivait toujours pas à se débarrasser de la sensation d'insécurité. Chaque bruit dans la rue la faisait sursauter. Elle revoyait sans cesse la scène de l'agression, cette lutte inutile, cette impression que son corps avait agi tout seul, sans réflexion. Elle se reprochait presque d'avoir résisté, tout en refusant de s'en vouloir réellement. Cette contradiction la fatiguait, l'épuisait moralement. Vadim tentait d'être présent, mais il se sentait maladroit. Il oscillait entre la volonté de protéger Noémie et la peur de l'étouffer. Les paroles de Théo continuaient de résonner dans sa tête, non pas comme une vérité, mais comme un poison lent. Il détestait cette influence, cette manière qu'avait Théo de semer le doute là où il n'y en avait pas auparavant. Et pourtant, malgré lui, ces mots s'étaient infiltrés. Noémie perçut ce changement, ce léger décalage dans l'attitude de Vadim. Elle n'en parla pas directement, mais cette distance naissante l'atteignait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Après l'agression, elle aurait eu besoin de certitude, de soutien sans ambiguïté. Or, elle sentait que quelque chose se fragilisait, imperceptiblement. Dans un autre quartier, Martin et Luna savouraient un moment de calme retrouvé. Le pavillon des fleurs semblait presque hors du temps, protégé de la brutalité du monde extérieur.
Martin se sentait plus léger depuis qu'il avait pris sa décision. Rester à Marseille n'était plus une source d'angoisse, mais un choix assumé. Luna, attentive à chaque détail, voyait bien que cette stabilité retrouvée lui faisait du bien. Lucie, fidèle à son engagement, avait déjà commencé à organiser les cours manqués de Martin. Elle parlait avec enthousiasme, comme si ce défi était une évidence. Cette énergie communicative rassurait Martin. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que les choses pouvaient avancer sans être constamment menacées par un danger invisible. Pourtant, même dans ce havre de tranquillité, l'ombre de l'affaire Hubert n'était jamais très loin. Martin se surprenait parfois à imaginer ce qui aurait pu se passer si les circonstances avaient été légèrement différentes. Cette pensée le traversait sans prévenir, comme un rappel brutal de la fragilité de la vie. Il n'en parlait pas à Luna, préférant préserver cette parenthèse de sérénité. Idriss, lui, se retrouvait de plus en plus isolé dans ses réflexions. Il comprenait que l'arrestation d'Hubert n'effacerait pas ce qu'il avait ressenti. Le dégoût, la désillusion, cette impression d'avoir été trompé sur l'essentiel. Tout cela resterait. Il se demanda même, fugitivement, s'il n'avait pas perdu quelque chose de fondamental dans cette affaire, une certaine foi dans la justice humaine, peut-être. La journée touchait à sa fin, et chacun tentait de reprendre un semblant de normalité. Mais sous cette surface fragile, les émotions continuaient de bouillonner. L'agression de Noémie, la décision de Martin, la chute d'Hubert. Autant d'événements qui avaient fissuré des équilibres déjà précaires. Et tandis que la nuit revenait sur Marseille, une certitude s'imposait peu à peu. Ce qui avait été mis à nu ce jour-là ne pourrait plus être ignoré. Les masques étaient tombés, les peurs révélées, et chacun allait devoir apprendre à vivre avec ce qu'il avait désormais compris du monde et de lui-même. Le lendemain, Marseille semblait avoir repris son rythme habituel, mais cette normalité n'était qu'une façade. Sous les conversations banales et les gestes routiniers, quelque chose avait changé. L'arrestation d'Hubert Joseph avait laissé une empreinte invisible, comme une fissure silencieuse dans la confiance collective. Ceux qui connaissaient l'affaire de près le sentaient instinctivement, rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Idriss en fit l'expérience dès son arrivée au commissariat. Les regards qu'on lui adressait n'étaient ni accusateurs ni compatissants, mais chargés d'une forme de malaise diffus. Il comprenait ce non-dit. Hubert avait été l'un des leurs, et c'était précisément ce qui rendait la chute si difficile à digérer. Idriss se surprit à repenser à leurs échanges passés, au moment où il n'avait rien vu venir. Cette rétrospective forcée l'épuisait mentalement, mais il ne parvenait pas à y mettre fin. Lorsqu'il consulta une dernière fois le dossier, désormais verrouillé par la preuve balistique, il ressentit une étrange forme de vide. La justice avait fait son œuvre, du moins sur le plan procédural. Pourtant, il n'y avait aucune satisfaction. Seulement la certitude que certaines affaires laissent derrière elles plus de questions que de réponses. La plus lourde étant peut-être celle-ci. Comment repérer le danger quand il porte un visage familier ? Stanislas, pragmatique comme toujours, tenta de ramener l'équipe à une dynamique plus fonctionnelle. Les dossiers s'accumulaient, le travail ne pouvait pas s'arrêter. Mais même lui, habituellement si solide, sentait que cette affaire avait entamé quelque chose. Il se demanda brièvement combien de temps il faudrait pour que l'équipe retrouve une confiance pleine et entière. La réponse ne lui plaisait pas. À l'extérieur, Noémie essayait de reprendre le contrôle de son quotidien. Elle s'obligeait à sortir, à marcher dans la rue, à affronter cette peur nouvelle qui s'était installée sans prévenir. Chaque pas était un effort conscient, presque un acte de résistance. Elle refusait que l'agression définisse désormais sa vie. Pourtant, cette détermination se heurtait à une réalité plus sournoise. La peur ne disparaît pas parce qu'on la nie. Vadim l'accompagnait souvent, mais leur relation avait changé subtilement. Il y avait plus de silence, plus de précaution. Il se surveillait dans ses paroles, craignant d'aggraver les choses. Noémie percevait cette retenue comme une distance, et cette impression la blessait profondément. Elle aurait voulu qu'il soit simplement là, sans hésitation, sans arrière-pensée. Les propos de Théo continuaient de peser, comme une ombre persistante. Même s'il ne les partageait pas ouvertement, Vadim sentait qu'ils avaient planté une graine de doute. Cette situation le mettait mal à l'aise, il détestait l'idée de remettre en question quelqu'un qu'il aimait sur la base de soupçons extérieurs. Mais l'agression avait fragilisé ses certitudes, rendant tout plus flou, plus instable. Noémie, de son côté, ressentait une colère froide. Non seulement contre les agresseurs, mais aussi contre ce climat de suspicion qui semblait l'entourer. Elle avait l'impression d'être constamment sur la défensive, obligée de prouver sa bonne foi, son intégrité. Cette fatigue morale s'ajoutait au choc émotionnel de l'agression, créant un mélange explosif de frustration et de tristesse.
Pendant ce temps, au pavillon des fleurs, Martin savourait une forme de stabilité retrouvée. Avoir décidé de rester à Marseille lui permettait enfin de se projeter sans angoisse immédiate. Il se consacrait à rattraper ses cours, aidé par Lucie, qui abordait la situation avec un enthousiasme communicatif. Ces moments studieux étaient presque thérapeutiques, lui donnant l'impression de reconstruire quelque chose de concret. Luna observait cette évolution avec tendresse. Elle voyait Martin reprendre confiance, se recentrer. Leur relation, mise à l'épreuve par les incertitudes passées, retrouvait une solidité rassurante. Pourtant, même dans ces instants de calme, Luna percevait parfois une ombre passer dans le regard de Martin. Une pensée furtive, liée à l'affaire Hubert, qu'il préférait taire. Idriss, lui, avait de plus en plus de mal à faire la part des choses. Le professionnel et l'homme se confondaient dangereusement. Il se surprit à réfléchir à son propre rapport à la justice, à la violence, à la responsabilité. L'arrestation d'Hubert n'avait pas seulement révélé un criminel, elle avait mis en lumière des failles plus larges, des zones grises qu'il aurait préféré ignorer. La ville continuait de vivre, indifférente en apparence. Mais pour ceux qui avaient été touchés de près, chaque journée était désormais chargée d'une intensité nouvelle. Les gestes les plus simples prenaient un autre sens, comme s'il était désormais traversé par la conscience aiguë de leur fragilité. Et sans qu'ils ne le sachent encore, cette accumulation de tensions, de doutes et de peurs allait bientôt atteindre un point de bascule. Car certaines vérités, une fois révélées, ne cessent jamais vraiment de produire leurs effets. Elles continuent de se diffuser, lentement, inexorablement, jusqu'à bouleverser les équilibres les plus solides. La tension qui s'était installée dans les jours suivant l'arrestation d'Hubert Joseph ne faiblissait pas. Au contraire, elle se transformait, devenant plus sourde, plus intime, presque invisible. Chacun portait désormais en lui une part de ce choc, l'intégrant à sa manière, souvent sans parvenir à le formuler clairement. À Marseille, rien ne semblait avoir changé en surface, mais dans les regards, dans les silences, quelque chose avait définitivement basculé. Idriss sentait cette transformation jusque dans son corps. La fatigue ne le quittait plus, une fatigue qui n'avait rien de physique, mais qui pesait sur chaque pensée. Il continuait à travailler, à assurer ses missions, mais il avait l'impression d'avancer avec un poids supplémentaire sur les épaules. L'image d'Hubert, calme, presque soulagé lors de son arrestation, revenait sans cesse le hanter. Cette absence de remords le bouleversait bien plus que les crimes eux-mêmes. Elle remettait en question sa capacité à comprendre les hommes, à anticiper leurs dérives. Stanislas remarquait ce changement chez son collègue. Il n'insistait pas, conscient que certaines blessures ne se soignent pas par des mots. Il se contentait d'être présent, discret, prêt à intervenir si nécessaire. Lui aussi portait sa part de doute. Cette affaire avait ébranlé ses certitudes professionnelles, lui rappelant que même les procédures les plus solides ne protègent pas toujours contre l'aveuglement humain. Ariane, de son côté, tentait de maintenir une forme d'équilibre au sein de l'équipe. Elle savait que l'après-Hubert serait délicat. La confiance, une fois brisée, met longtemps à se reconstruire. Elle observait ses collègues avec attention, consciente que chacun réagissait différemment, mais que tous avaient été touchés d'une manière ou d'une autre. Dans un tout autre registre, Noémie faisait face à un combat intérieur tout aussi éprouvant. L'agression avait laissé des traces profondes. Elle se surprenait à analyser chaque situation, chaque regard, comme si le danger pouvait surgir à nouveau à tout instant. Cette hypervigilance l'épuisait, mais elle n'arrivait pas à s'en défaire. Elle refusait pourtant de se laisser enfermer dans le rôle de la victime. Cette résistance devenait presque une obsession. Vadim observait cette lutte avec inquiétude. Il admirait la force de Noémie, mais il percevait aussi sa fragilité. Il se sentait coupable de ne pas trouver la juste posture. Trop présent, il craignait de l'étouffer. Trop distant, il avait peur de l'abandonner. Cette hésitation créait un malaise latent entre eux, une tension silencieuse qui s'ajoutait au traumatisme récent. Les paroles de Théo, toujours en arrière-plan, continuaient de troubler Vadim. Même s'il rejetait intellectuellement ces accusations, elles avaient laissé une empreinte. Il détestait cette influence insidieuse, cette manière qu'avaient les doutes de s'immiscer là où il pensait être solide. Cette situation le forçait à s'interroger sur sa propre confiance, sur sa capacité à faire abstraction du regard des autres. Noémie percevait ce trouble, cette hésitation. Elle en souffrait, sans toujours parvenir à l'exprimer. Elle aurait voulu que cette agression les rapproche, qu'elle renforce leurs liens. Au lieu de cela, elle sentait une distance s'installer, presque imperceptible, mais douloureuse. Cette sensation d'être jugée, même involontairement, ravivait des blessures plus anciennes, liées à un sentiment récurrent de devoir se justifier en permanence.
Pendant ce temps, Martin poursuivait sa reconstruction personnelle. Les journées passées à travailler avec Lucie lui redonnaient une structure, un cadre rassurant. Il retrouvait peu à peu le goût de l'effort intellectuel, la satisfaction de progresser. Cette dynamique positive l'aidait à mettre à distance les pensées sombres liées à l'affaire Hubert. Même si elles ne disparaissaient jamais totalement, elles perdaient en intensité. Luna accompagnait ce mouvement avec une attention bienveillante. Elle voyait Martin se redresser, retrouver une forme de confiance. Cette évolution la rassurait, mais elle restait consciente de la fragilité de cet équilibre. Elle savait que les traumatismes ne s'effacent pas d'un coup, qu'ils peuvent ressurgir à tout moment. Pourtant, elle choisissait de croire en cet avenir commun qu'ils recommençaient à dessiner ensemble. Idriss, lui, arrivait à un point de bascule intérieur. Il comprenait qu'il ne pourrait pas continuer indéfiniment à porter seul le poids de cette affaire. Sans encore le formuler clairement, il sentait qu'un changement serait nécessaire. Peut-être une prise de recul, peut-être un dialogue, peut-être simplement accepter que certaines questions restent sans réponse. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, marquait le début d'un processus plus profond. La ville, indifférente en apparence, continuait de tourner. Mais pour ceux qui avaient été touchés de près, chaque geste, chaque décision prenait désormais une dimension nouvelle. Ils avaient tous, à leur manière, franchi une ligne invisible. Rien d'extraordinaire ne s'était produit ce jour-là, et pourtant, tout avait changé. Et tandis que chacun tentait de composer avec cette nouvelle réalité, une évidence s'imposait peu à peu. Les conséquences de l'affaire Hubert-Joseph ne se mesuraient pas seulement en termes judiciaires, mais en fractures humaines, profondes, durables, parfois irréversibles. À mesure que les heures passaient, une forme de retombée émotionnelle s'installait. Comme après une tempête, quand le silence revient trop vite et laisse derrière lui des débris invisibles. L'affaire Hubert-Joseph était officiellement close sur le plan judiciaire, mais humainement, rien n'était réglé. Chacun avançait désormais avec cette conscience nouvelle. Certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus être rangées dans un dossier. Idriss en fit l'amère expérience en quittant le commissariat ce soir-là. Pour la première fois depuis longtemps, il n'éprouvait ni soulagement ni fierté professionnelle. Juste une lassitude profonde. Il repensa au regard d'Hubert au moment de l'arrestation, à cette neutralité presque dérangeante, à cette absence totale de culpabilité. Ce n'était pas la violence qui le hantait, mais ce calme. La preuve que le mal n'est pas toujours spectaculaire, qu'il peut se dissimuler derrière une logique froide, presque rationnelle. Il comprit alors que ce qui le bouleversait le plus, c'était d'avoir côtoyé cet homme sans jamais percevoir l'abîme qui l'habitait. Cette pensée l'obligeait à revoir sa propre perception du monde, de ses collègues, et même de lui-même. Idriss savait qu'il ne redeviendrait jamais exactement celui qu'il était avant cette affaire. Et cette lucidité nouvelle, aussi douloureuse soit-elle, était désormais impossible à ignorer. Stanislas, plus pragmatique en apparence, ressentait pourtant une inquiétude similaire. Il avait vu trop d'affaires pour croire encore à des fins nettes et rassurantes. Il savait que ce dossier resterait un point de référence, une ligne de fracture dans la mémoire collective du commissariat. Une histoire que l'on évoquerait plus tard, à voix basse, comme un rappel brutal de ce que l'on préfère ne pas voir. Ariane observait cette fatigue morale avec attention. Elle comprenait que l'équipe allait avoir besoin de temps, peut-être même d'un nouveau souffle, pour retrouver un équilibre. L'après Hubert ne serait pas simple. La confiance, une fois fissurée, met longtemps à se reconstruire. Et parfois, elle ne se reconstruit jamais tout à fait. Pendant ce temps, Noémie tentait de reprendre possession de son quotidien. L'agression avait laissé une empreinte durable, plus psychologique que physique. Elle se surprenait à analyser chaque situation, chaque détour, chaque silence. La peur s'était installée sans bruit, et elle refusait pourtant de lui laisser toute la place. Cette lutte intérieure la rendait nerveuse, parfois brusque, mais aussi déterminée à ne pas céder. Vadim, à ses côtés, ressentait cette tension sans toujours savoir comment y répondre. Il se reprochait ses doutes, même silencieux. Il avait conscience que les paroles de Théo avaient laissé une trace, malgré lui. Cette culpabilité le rongeait. Il voulait être un soutien, un refuge, mais il sentait que quelque chose s'était déplacé entre eux. Pas encore brisé, mais fragilisé. Noémie percevait ce déséquilibre. Elle en souffrait, même si elle n'osait pas toujours le formuler. Elle aurait voulu que cette épreuve les rapproche, qu'elle renforce leurs liens. Au lieu de cela, elle sentait une distance naître, nourrie par des peurs, des malentendus, des silences. Cette sensation d'être constamment sur la défensive réveillait chez elle un sentiment ancien, celui de devoir toujours prouver qu'elle mérite la confiance. Dans un autre espace, plus apaisé,
Martin et Luna profitaient d'une stabilité retrouvée. La décision de rester à Marseille avait permis à Martin de se projeter à nouveau. Les cours repris avec l'aide de Lucie lui donnaient un cadre rassurant, presque réparateur. Il retrouvait peu à peu une confiance qu'il pensait avoir perdue définitivement. Luna, attentive, mesurait l'importance de ce moment. Elle savait que cette sérénité était précieuse, mais aussi fragile. Elle n'ignorait pas que les événements récents pouvaient ressurgir à tout instant. Pourtant, elle choisissait de croire en cette reconstruction lente, patiente, faite de petits gestes et de décisions assumées. Lucie, fidèle à son enthousiasme, voyait dans cette aide une manière concrète d'avancer, de transformer une période d'incertitude en opportunité. Sa présence discrète mais constante contribuait à stabiliser Martin, à lui rappeler qu'il n'était pas seul face aux conséquences de ses choix. À la tombée de la nuit, chacun se retrouvait face à ses propres pensées. Idriss, seul avec ses doutes. Noémie, avec ses peurs et sa colère contenue. Vadim, avec ses hésitations. Martin et Luna, avec un espoir fragile mais réel. Tous avaient été touchés, chacun à sa manière, par cette affaire qui avait révélé bien plus qu'un criminel. L'arrestation d'Hubert Joseph n'avait pas seulement mis fin à une cavale. Elle avait exposé des failles, mis à nu des fragilités, et rappelé une vérité dérangeante. La frontière entre le bien et le mal n'est pas toujours visible, et lorsqu'elle se brouille, les conséquences dépassent largement le cadre de la justice. À Marseille, la vie continuait. Les rues se remplissaient, les conversations reprenaient, les habitudes revenaient. Mais pour ceux qui avaient traversé cette épreuve, plus rien n'était tout à fait pareil. Ils avançaient désormais avec une conscience plus aiguë du danger, de la complexité humaine, et de la fragilité des certitudes. Et tandis que la nuit enveloppait la ville, une chose était sûre, l'affaire Hubert Joseph resterait longtemps gravée dans les mémoires, non comme une simple arrestation, mais comme un point de bascule silencieux, un moment où chacun avait été contraint de regarder la réalité en face, sans détour, sans illusion.